De temps en temps, je reprendrai la parole directement, mais donc je vais passer tout de suite aux premières slides. Voilà le plan que je vais suivre. Je vais d'abord parler des planificateurs et des économistes, qui sont en général en charge disons, de conseiller les managers des villes, qui sont les maires ou les conseils municipaux ou les gouvernements. Et c'est très important, je pense, de comprendre la différence de point de vue entre un planificateur, c'est-à-dire un urbaniste, et un économiste. Et ça, d'ailleurs, ce n'est pas spécifique à l'Europe ou à la France, c'est dans le monde entier. J'ai trouvé qu'il y avait ces constantes entre planificateurs et économistes qui ont des approches très différentes. Ensuite, je vais essayer de développer l'histoire de la ville comme la ville étant avant tout un marché de l'emploi. Et l'important dans le mot marché de l'emploi, c'est le mot marché, bien sûr. C'est-à-dire que ça implique une certaine liberté, et surtout, ce qui est important dans les marchés, c'est qu'on ne sait pas exactement comment ces marchés vont évoluer dans le futur, et il y a toujours une inconnue là-dedans. Et ça, je pense que c'est très important pour l'aspect opérationnel des villes. Ensuite, je vais parler de la structure des villes et montrer que, en fait, en particulier les densités, sont le résultat d'un ordre spontané. Ce n'est pas du tout le résultat d'une planification, quoi qu'en disent les urbanistes ou quoi qu'en souhaitent les urbanistes. Je vais ensuite parler du rôle du gouvernement, parce que cet ordre spontané est très important, mais il n'est tout de même pas suffisant pour permettre à une très grande ville de fonctionner. Il n'y a pas de doute qu'il y a un rôle important du gouvernement. À mon avis, maintenant, le gouvernement ne joue pas très bien le rôle dans lequel il est efficace, et c'est très souvent d'ailleurs d'étouffer l'ordre spontané, et au lieu de se concentrer dans les domaines où le gouvernement est très efficace. Et ensuite, finalement, je vais parler très rapidement des densités et le transport des villes après la post-pandémie. C'est un sujet qu'on me demande beaucoup de parler maintenant. Franchement, personne ne connaît l'avenir. On peut seulement faire des suppositions là-dessus. Alors, je commence par quelques citations. D'abord, une de Fibonacci. Il n'y a aucune connaissance sans quantification. Hein. There is no knowledge without measurement. Si vous ne mesurez pas les choses, vous pouvez affirmer n'importe quoi et c'est toujours bon. Donc, il faut mesurer quelque chose. Quand vous dites je veux faire ceci, il faut qu'il y ait une mesure, il faut qu'il y ait un indicateur à mesurer. Ensuite, la citation clé, c'est celle d'Adam Ferguson, qui c'est un philosophe écossais le siècle des Lumières écossais, qui a dit cette chose: les nations créent des structures qui sont le résultat de l'action humaine, mais non pas l'exécution d'un dessein humain. C'est-à-dire que quand des hommes se mettent ensemble, les gens se mettent ensemble, ils créent des structures qui sont organisées, mais qui ne sont pas organisées par un plan comme nous le concevons. C'est-à-dire que, comme un architecte, par exemple, dessine un plan, et au plus le plan est précis, au mieux c'est pour la construction d'un bâtiment. Une ville, c'est quelque chose de très différent. C'est quelque chose qui, justement, ne peut pas être vraiment planifié de la même façon qu'un bâtiment. Et c'est là où je pense que Ferguson a été le premier à introduire ce concept de structures qui sont le résultat de l'action humaine, mais pas de l'exécution d'un dessein humain. Et finalement, bien sûr,
on ne peut pas éviter de parler de Hayek. L'ordre généré sans concept peut loin dépasser les plans que les hommes élaborent consciemment. Il y a plusieurs traductions à ça. Je ne suis pas très sûr que c'est la meilleure, mais c'est aussi un point important. Il reprenait en fait l'idée de Ferguson. Alors, planificateur et économiste. Au départ, j'ai fait mes études de l'école des beaux-arts, j'étais architecte des PLG, et à l'époque, on pensait qu'un urbaniste et un architecte, c'était la même chose. Un urbaniste, c'est un architecte qui travaillait à plus grande échelle. C'est une erreur monumentale, bien sûr. Et l'idée de beaucoup de planificateurs, c'est qu'ils essaient de travailler avec des normes. Ils établissent, si vous voulez, des besoins, une liste de besoins, et à partir de ces besoins, ils établissent des normes. Les économistes, par contre, ne sont pas intéressés à dessiner des villes, ils sont intéressés à savoir comment ça marche, comment marchent les villes et pourquoi elles évoluent dans un sens et dans un autre, mais a priori, ils n'ont pas d'idée préconçue si les villes doivent être grandes ou si elles doivent être petites. Alors que les planificateurs, très souvent, ont des idées très, très précises là-dessus. Alors, ces planificateurs sont guidés par ces besoins. Et ces besoins, évidemment, comme tous les êtres humains sont à peu près les mêmes, ont à peu près la même taille, les mêmes besoins, donc il y a, si vous voulez, les planificateurs ont tendance à établir des besoins universels et qui ne changent pas avec le temps, puisque notre physiologie, de génération en génération, est pratiquement la même. Les économistes, par contre, comme leur idée, c'est d'allouer efficacement les ressources qui sont limitées. Par exemple, si on parle d'une ville, le terrain, le capital, la main-d'œuvre, le prix de la construction, tout ça, ce sont des ressources qui sont limitées. Donc, suivant l'offre et la demande de ces ressources, les économistes, eux, ont tendance à dire, ben voilà, on devrait, dans tel cas, utiliser plus de terrain et moins de surface planchée, dans d'autres cas, au contraire, plus de main-d'œuvre et moins de terrain, enfin, etc. On peut substituer, par exemple, le capital au terrain dans certains cas quand le terrain est très cher. Donc, les économistes ne sont pas du tout partisans de normes basées sur des besoins. Pour eux, les besoins évoluent avec le temps. Et je crois que c'est le gros problème qu'ont eu les villes depuis longtemps, c'est que la plupart d'entre nous qui sommes des urbanistes ont une formation soit d'architecte, soit d'ingénieur, et nous avons une tendance à dessiner des besoins et à les imposer. Nous avons une tendance nous aimons dessiner, nous aimons concevoir des projets, et nous avons donc tendance à les imposer aux autres. Alors c'est très important pour nous, à mon avis, d'avoir des contacts très étroits ou de comprendre l'économie, parce que l'économie nous dit que fond, ces besoins sont complètement relatifs et qu'on ne peut pas les imposer aux autres. Alors, les planificateurs, très souvent, ignorent les forces du marché. Et alors, je voudrais être très clair là-dessus. Le marché, ce n'est pas un dieu, ce n'est pas une religion, c'est un mécanisme. C'est un mécanisme qui est pratique parce qu'il transmet de l'information à travers des systèmes très complexes. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre le marché. Alors, est-ce que le marché donne toujours nécessairement la bonne solution, la solution la plus humaine? Peut-être pas. Mais si on veut modifier les résultats du marché, la première des choses, c'est de comprendre ce que fait ce marché. Si on l'ignore, on va droit à l'échec. Je compare très souvent les forces du marché à la force de gravité. Nous sommes tous soumis à la gravité. Quelquefois, nous voudrions
disons, combattre cette gravité, mais nous pouvons le faire seulement si nous comprenons la force de gravité. Alors, on peut inventer des ballons ou des avions ou des hélicoptères qui donnent l'impression qu'on ignore la gravité. En fait, on peut voler dans un avion seulement quand on comprend les forces de gravité. C'est la même chose pour le marché. On n'a pas besoin d'être absolument d'accord avec tous les résultats du marché, pas du tout même, mais si on veut être efficace dans ce qu'on fait, il faut comprendre ce que c'est qu'un marché. Alors, la première chose, c'est que les villes, avant tout, sont des marchés du travail. Alors, ça paraît très réductif de dire ça parce que la plupart d'entre nous aimons les villes et, bon, en général, on aime bien son travail, mais on aime aussi beaucoup d'autres choses dans les villes. On aime rencontrer ses amis dans des cafés, on aime aller au restaurant, on aime aller au concert, on aime aller au théâtre, on aime simplement se promener dans les rues, donc qui n'ont rien à voir avec le marché du travail. Il ne faut pas oublier que toutes ces choses que nous aimons dans les villes, toutes ces choses sont en fait le résultat du bon fonctionnement du marché du travail. Le jour où le marché du travail s'écroule, par exemple, nous avons vu ça récemment aux États-Unis avec Detroit, la ville de Detroit, toute cette superstructure qui fait l'attraction de la ville s'écroule en même temps. Donc, quand on est urbaniste, la première des choses, c'est d'être sûr que ce marché du travail fonctionne le mieux possible. Là encore, il y a une différence entre les économistes et les urbanistes. Les urbanistes ont tendance à se dire, mais quand une ville devient très grande, ça devient très compliqué de la gérer. Il y a de la pollution, il y a des embouteillages. Pourquoi ne nous limiterions pas les villes à une taille que nous pourrions calculer, une taille idéale, par exemple 1 million, 2 millions, 3 millions. Et les économistes, eux, étudient les données et s'aperçoivent que au plus une ville est grande, au plus elle participe à la richesse d'un pays. Par exemple, si nous prenons une ville comme Jakarta ou Bangkok, des villes comme Jakarta ou Bangkok, qui sont donc des villes d'à peu près entre 25 et 30 millions d'habitants maintenant, et où il y a d'énormes embouteillages, pas mal de pollution, et on se dit ces villes sont terriblement inefficaces. Et pourtant, si on regarde la productivité de ces villes par rapport au reste du pays, on voit que la productivité dans ces grands marchés du travail sont 2 ou 3 fois plus importantes que la productivité dans des villes plus petites qui paraissent beaucoup plus attractives. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être tout à fait satisfait des embouteillages ou de la pollution. Non, au contraire, c'est le problème numéro 1 à résoudre. Mais ça veut dire que la taille des villes est vraiment décidée par les marchés. Les gens votent avec leurs pieds. Vote with their feet. En français, ça ne sonne pas très bien. Et donc, si vous voulez, si vous regardez les grandes villes du monde, leur taille n'a rien à voir avec la planification telle que ça a été planifié. La taille a été imposée par les gens eux-mêmes qui sont allés spontanément vers ces villes. Alors, je vais vous donner un exemple de ce marché. Voilà, ça s'appelle le marché. Vous voyez ici un graphique de Manhattan. Ça s'arrête. C'est un graphique qui donne jour par jour, pour une semaine, suivant l'heure, le nombre de gens qui sont dans Manhattan ou qui n'y sont plus. Donc, si vous voulez, c'est une illustration du marché, du marché du travail dans Manhattan. Dans Manhattan, vous avez chaque jour 1,5 million de personnes qui viennent des banlieues et qui viennent sur Manhattan tous les jours.
c'est une illustration, si vous voulez, de ce concept de la ville comme un marché de l'emploi. Ce genre de choses, c'est ce qui fait, disons, cette migration d'une partie de la ville vers l'autre crée évidemment beaucoup de contraintes. Mais en même temps, si on admet que c'est le marché de l'emploi qui est le principal moteur de la ville, c'est évidemment c'est un mécanisme qu'on doit adapter, qu'on ne peut pas supprimer. Alors, je présente ici 4 graphiques qui illustrent comment ces mouvements dus au marché de l'emploi fonctionnent. Alors, d'abord, A, ici, nous avons le classical, pardon, le modèle monocentrique classique. Les emplois sont concentrés vers le centre et les gens vont tous les matins de la banlieue vers le centre. Les densités sont plus importantes autour du centre et dans le centre et plus basses en banlieue. Vous avez ensuite, ça c'est un modèle qui n'existe plus beaucoup en réalité, qui s'applique encore dans les villes de moins de 1 ou 2 millions d'habitants, mais qui n'existe plus pour les grandes villes. Ensuite, vous avez le modèle en B ici, qui représenterait des villes comme Los Angeles ou Atlanta. C'est des villes dont les emplois sont à peu près répartis uniformément à travers toute la ville. Et donc, les trajets paraissent complètement aléatoires, vont d'un côté à l'autre. Vous voyez, ce qui est important ici, c'est dans ce marché du travail, c'est que les gens, s'ils vont dans une ville comme Los Angeles ou Atlanta, ils ne cherchent pas forcément un emploi dans les 1 ou 2 kilomètres autour de chez eux, mais s'ils viennent à Atlanta, c'est parce qu'il y a un marché de l'emploi de 4 ou 5 millions, il y a 4 ou 5 millions d'emplois et ils choisissent celui qui est le meilleur pour les 4 ou 5 millions d'emplois. Les employeurs font aussi exactement la même chose. S'ils viennent s'installer à Atlanta, où les loyers sont relativement élevés par rapport à d'autres villes, c'est parce qu'ils cherchent disons, des employés qui ont des skills, des spécialisations qui correspondent à leurs besoins. Et alors ces villes-là, on les trouve surtout en Amérique du Nord ou en Australie, mais ce n'est pas un modèle qui existe beaucoup dans disons, les civilisations urbaines plus anciennes. Le modèle le plus courant, c'est le modèle C, c'est-à-dire vous avez la superposition des 2 modèles précédents, A et B. Et vous avez un centre qui est assez dense, intense, avec aussi, c'est là où sont les théâtres, les meilleurs restaurants, des choses comme ça. Mais vous avez aussi, alors vous avez un mouvement de la périphérie vers le centre, mais vous avez aussi des tas de mouvements de banlieue à banlieue. Quand les villes se développent, et ça c'est vrai pour Londres, Berlin ou Paris, le nombre d'emplois a tendance à se disperser vers les banlieues. Et vous avez donc la ville partant disons, du modèle A devient de plus en plus comme B, mais tout en gardant quand même le centre historique. Et ensuite, vous avez le modèle C qui n'existe pas en réalité, mais je le représente parce que souvent on me demande de revoir ou de critiquer des plans d'urbanisme, et je retrouve ce plan dans beaucoup de plans modernes d'urbanisme, y compris récemment, par exemple, un nouveau plan pour la ville de Sydney. On m'avait demandé de donner une opinion là-dessus. Et l'idée des urbanistes, là, c'est qu'au fond, ces trajets aléatoires ne sont pas bons et qu'il faudrait par des lois d'urbanisme très habiles, grouper les gens autour de leurs emplois et on aurait une grande ville qui serait faite en fait d'un certain nombre de grands villages. Et alors, ça aurait un énorme avantage, évidemment, si c'était possible, c'est que tout le monde pourrait aller à son travail en marchant ou avec une bicyclette, même si vous habitez dans une ville de 10 ou 15 millions d'habitants. Bon, alors, ce système, évidemment, nie complètement l'idée de la taille du marché foncier, qui est le moteur de la créativité et de la productivité. C'est le choc des gens entre eux qui crée cette productivité. À partir du moment où vous fragmentez la population d'une grande ville,
en des micro-marchés de l'emploi, vous avez la productivité d'un village ou d'une petite ville et vous perdez complètement l'effet d'agglomération. Donc ce modèle, en fait, n'existe jamais en réalité. Il existe seulement sur les plans d'urbanisme. Alors, malheureusement, ça a des conséquences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une ville adopte ce genre de modèle dans son plan d'urbanisme, elle estime que ce n'est pas la peine vraiment de développer des transports urbains importants, puisque, au fond, on n'en aura bientôt plus besoin, puisque les gens travailleront forcément à côté de leur emploi. Alors, ça, c'est ce modèle-là donc est le plus courant. Et maintenant, je vois émerger, surtout en Asie, ces énormes, ce que les Chinois appellent cluster cities, c'est-à-dire des villes, une série de villes qui étaient au départ monocentriques et qui sont en train de se regrouper en clusters énormes et qui font en fait un marché du travail qui est beaucoup plus large que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. On voit ce modèle, maintenant je vois ce modèle se réaliser dans plusieurs villes de Chine, comme Pékin, Shanghai, Guangzhou, mais aussi Delhi, Mumbai, commence à avoir ce modèle où on a 30 à 40 millions d'habitants. Un des exemples, c'est le pôle urbain qui est autour de Guangzhou et Hong Kong, que les Chinois, c'est le delta de la rivière des Perles, mais que les Chinois maintenant appellent the Greater Bay Area, la Grande Baie. Nous avons maintenant 70 millions d'habitants dans ce cluster urbain, et ces 70 millions d'habitants sont de plus en plus intégrés en un seul marché du travail. Les Chinois n'ont pas planifié ça. Ce qui est étonnant, c'est que, et je peux vous dire ça ayant travaillé beaucoup en Chine, c'est que les maires chinois ont une meilleure compréhension de l'économie de marché que les maires de New York, par exemple, je peux le dire avec confidence, et que beaucoup de maires occidentaux. Et ils n'avaient jamais planifié ces clusters. Ils ont surgi spontanément parce que les Chinois très rapidement ont établi ces chaînes d'offres, supply chain, et qui sont complexes et qui sont tellement complexes qu'elles ne peuvent s'établir que spontanément. On ne peut pas planifier une supply chain. Par exemple, quand récemment le gouvernement américain a demandé à Apple de rapatrier sa fabrication des smartphones aux États-Unis, Apple leur a répondu nous avons besoin de supply chain tellement complexes qu'on ne peut absolument pas, l'urbanisme aux États-Unis ne permet pas, avec son zoning très contraignant, ne permet pas de les établir. Il n'y a qu'en Chine où on est capable de le faire. C'est un phénomène encore, vous voyez, de cet aspect spontané de l'urbanisation. Étrangement, c'est les Chinois qui ont reconnu les premiers l'avantage de cette spontanéité. Il y a beaucoup de choses en Chine qui ne sont absolument pas spontanées, je peux vous le garantir. Mais ça, c'est un aspect et ça leur donne un avantage de productivité énorme. Alors, il y a deux choses qui vont devoir résoudre avec ça. C'est le problème des transports, ils l'adaptent, mais on n'a pas encore trouvé une méthode de transport qui permet à un marché du travail de 70 millions d'habitants d'être complètement intégré. Être intégré, ça veut dire qu'entre Hong Kong et Guangzhou, on devrait pouvoir vivre à Hong Kong et travailler à Guangzhou et avoir un temps de parcours, de trajet de moins d'une heure en faisant ça. On n'en est pas encore tout à fait là. Alors, encore pour revoir l'aspect spontané des villes, je voudrais parler de la structure des villes et de la distribution des densités. Alors, les densités sont réglementées par la réglementation. En général, on impose des hauteurs maximum ou des coefficients d'occupation de sol qui réduisent. Mais en vérité,
l'urbaniste, là, contraint seulement les bâtiments, il ne contraint pas la densité, c'est-à-dire le nombre de personnes à l'hectare. Et je vais vous montrer cette preuve. J'ai collecté moi-même la distribution des densités dans une cinquantaine de villes autour du monde, et je vous montre ici juste un simple, un échantillon de 12 villes. Alors, il y a 3 villes européennes, Paris, Varsovie et Barcelone, 3 villes asiatiques, Jakarta, Bangkok, et, pardon, pardon, oui, c'est ça. Pékin, Jakarta et Bangkok, 3 villes nord-américaines, Atlanta, Los Angeles et New York, et 3 villes latino-américaines, Rio de Janeiro, Mexico City et Buenos Aires. Ces villes n'ont rien à voir avec, les unes avec les autres, elles ont des climats différents, des histoires différentes, des cultures différentes. Toutes, si vous regardez le profil des densités, alors ici ce que je montre horizontalement, c'est la distance du centre de la ville vers la périphérie qui va de 0 à 30 km, et verticalement la densité en personnes par hectare qui va de 0 à 350 personnes par hectare. Tous ces graphiques sont exactement à la même échelle. Le profil des densités sur chaque graphique suit exactement ce que les économistes prédisent, c'est-à-dire qu'ils suivent une courbe exponentielle négative, et ça, c'est un signe du marché. Cette exponentielle négative, c'est un truc que les économistes expliquent très bien. Et donc, ça vous montre, si vous voulez, que dans toutes ces villes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui sont toutes réglementées par des urbanistes, on a en fait une densité, c'est-à-dire une consommation du sol qui est entièrement dictée par les marchés, en dépit des plans d'urbanisme. Donc, c'est vous dire, vous voyez, cet aspect spontané de la… Alors, évidemment, dans certaines villes, par exemple Atlanta ou Los Angeles, la densité reste très basse, mais elle suit quand même exactement cette courbe exponentielle. J'ai ici les gradients des courbes exponentielles, et puis le R-square qui est une mesure de la fiabilité et de la réplicabilité. Alors, cet aspect spontané est important, il est important de le préserver. Et j'ai un problème de… Mes slides n'avancent plus. Voilà. Voilà ici alors 3 villes qui contredisent complètement mon graphique, que j'ai mesuré aussi moi-même. L'une, c'est Moscou, que j'ai mesuré quand j'y travaillais juste à la chute de l'Union soviétique en 90. Vous voyez, en rouge ici, j'ai représenté le profil de densité de Paris, et le profil de densité de Moscou va dans l'autre sens. L'autre ville qui aussi contredit mon système, c'est Brasilia. Et la troisième, c'est Johannesburg, que j'ai mesuré aussi au moment de la fin de l'apartheid en 91. Vous voyez donc les densités, au contraire, augmentent vers la périphérie au lieu de diminuer comme le marché le dirait. Eh bien, il se trouve que ces 3 villes, effectivement, le gouvernement dans ces 3 villes est arrivé à complètement effacer l'effet du marché, il a aboli le marché, et vous avez un aspect complètement différent, qui est d'ailleurs tout à fait irrationnel, parce que si les densités augmentent vers la périphérie, ça veut dire que tous les trajets vont être beaucoup plus longs, si vous voulez, dans l'ensemble. Alors, je vais pas… je vois que le temps passe maintenant, il faut que j'avance un peu plus vite. Le rôle du gouvernement. Le rôle du gouvernement est très, très important. Le premier, c'est de séparer le domaine privé du domaine public. Le second, c'est de définir une infrastructure primaire. Séparer le domaine privé du domaine public dans une grande ville est très importante, parce que pour qu'on puisse circuler d'une parcelle à une autre, il faut évidemment qu'il y ait un domaine public où tout le monde peut circuler. Et les limites entre les deux, à mon avis, ne peuvent être établies que par un gouvernement qui les renforce.
il n'y a pas d'autre système, je ne l'ai jamais vu. Un développeur privé peut le faire à l'intérieur d'une parcelle, à l'intérieur d'un domaine, mais quand vous avez une grande ville, à un moment, il faut que toutes ces parcelles se connectent entre elles. Le second rôle du gouvernement, c'est de définir l'infrastructure primaire. Vous n'avez pas de système de marché qui peuvent développer un système d'égout, par exemple, pour une très grande ville de plusieurs millions d'habitants, un système de transport en commun, un truc comme ça. Donc ça, c'est le domaine du gouvernement et il faut qu'il le fasse. Vous voyez l'exemple de Barcelone, de Cerdà. Cerdà a établi en 1855 ce plan fantastique de Barcelone. Ce qui est important dans ce plan, ce qui était important, ce n'était pas tellement la largeur des rues ou si elles étaient en diagonale ou les blocs étaient carrés ou non. Ce qui est important, c'était qu'il définissait très en avance le domaine public et séparait le domaine public du domaine privé. Ça permettait au marché de fonctionner. Voyez un exemple, un contre-exemple, ça c'est dans une banlieue du Caire, El Mounira, c'est un quartier spontané qui n'a pas été planifié, qui a été planifié simplement, ce n'est pas des squatteurs, hein, c'est des gens, c'était illégal, mais ils ont acheté la terre aux paysans, il y avait des promoteurs qui ont acheté la terre aux paysans et qui ont développé bloc par bloc. Vous avez un système où l'accès à chaque appartement, et vous voyez, ça, c'est des appartements qui ont à peu près, c'est des immeubles qui ont à peu près jusqu'à 5 ou 6 étages de hauteur. L'accès est correct à l'appartement lui-même, mais il n'y a pas de voies qui permettent vraiment encore à ce marché du travail de fonctionner, parce que c'est très très difficile de circuler d'un bloc à l'autre. Il y a juste des voies de circulation locales, il n'y a pas de circulation primaire. Ça pose aussi des problèmes, bien sûr, pour les transports en commun, pour établir des égouts et des systèmes comme ça. Donc là, si vous voulez, il faut que le gouvernement intervienne pour séparer à l'avance le privé du public. Voilà un exemple là que j'ai utilisé, sur lequel j'avais travaillé en Chine, c'est l'exemple de Pudong. La ville de Shanghai, traditionnellement, avait son CBD d'un côté du Huangpu, la rivière qui est ici, qui est assez large, elle fait 400 mètres de large, c'est très large pour une rivière, et l'autre côté, donc parce qu'il n'y avait aucun pont, il n'y avait pas de tunnel, ce côté-là ne pouvait pas se développer, n'avait pas de valeur marchande, il n'y avait que des ferries pour aller de l'autre côté. Le gouvernement a très rapidement établi, vu d'ailleurs la valeur marchande de tout ce terrain qui était inoccupé, et a établi très rapidement des tunnels et des ponts des deux côtés, des systèmes de transport en commun très rapides, ce qui a permis le développement de Pudong. Alors, si vous voulez, le développement de Pudong, c'est un développement de marché, mais il n'a été possible que quand l'infrastructure s'est développée, et cette infrastructure a été développée par le gouvernement. Alors, au début, quand vous voyez une vue de Pudong que j'ai prise il y a déjà quelques années, il y a déjà 2 ou 3 gratte-ciel beaucoup plus haut que ça depuis. Alors, au début, il y avait des immeubles relativement petits, c'est typique du marché, quand les gens les développeurs avant de s'installer sont prudents, ils ne savent pas, et puis au fur et à mesure qu'ils s'installent, la valeur du terrain monte et on commence à substituer le terrain, le capital au terrain, et du coup on arrive à des gratte-ciel comme ça. Alors, on me dit souvent, mais le marché a tendance à, par exemple, à créer des gratte-ciel là où le terrain est très cher, hein, c'est normal. Mais alors, que va-t-il se passer maintenant quand, au fond, beaucoup de gens se méfient un peu des densités? On a été, par exemple, la ville de New York a été touchée beaucoup plus par le Covid-19 que les autres villes, et c'est la ville la plus dense des États-Unis. Alors d'abord, je voudrais reconnaître qu'il n'y a pas
une correspondance complète entre la densité et la pandémie. Des villes comme Séoul, par exemple, sont beaucoup plus denses que New York et ont eu beaucoup moins de cas que New York. Donc, c'est pas forcément la même chose. Est-ce que, alors on me pose maintenant très souvent la question, est-ce que les gens vont abandonner les grandes villes ou les villes qui sont denses, comme Paris, par exemple, ou New York, ou Barcelone, pour aller dans des petites villes, juste pour s'abriter de la pandémie? À mon avis, non. D'abord, beaucoup de gens vont travailler à la maison. Beaucoup d'entre nous, c'est notre cas aujourd'hui d'ailleurs, on travaille de chez nous alors que normalement on aurait été dans une salle de conférence ou quelque chose de public. Donc, est-ce que ce travail à la maison va se répandre au point que, au fond, on n'aurait plus besoin de ville, il suffirait d'être relié à l'Internet? Alors, c'est un phénomène qui, aux États-Unis, s'est développé depuis longtemps. Les gens qui travaillent à la maison, et voilà les résultats dans 2019, donc c'est juste avant la pandémie. Aux États-Unis, il y a le maximum par les villes les plus, disons, les plus touchées par le marché du travail, c'était 7 ou 8% des gens. Il est possible qu'après la pandémie, ça vienne à 10 ou 12%. Je doute beaucoup qu'à long terme, le nombre de gens qui vont travailler chez eux va être aussi important que ça va, disons, ça va créer un abandon des villes, des grandes villes telles qu'on les connaît. Pourquoi? Parce que si les gens vont dans les grandes villes, d'abord, il y a ce contact personnel qui est assez important, non seulement pour quand on travaille, mais aussi pour trouver un travail. On peut trouver un travail sur l'Internet, bien sûr, mais à un moment, il y a le face-to-face, le face-à-face est un point important. C'est un truc qui a été d'ailleurs les plusieurs dernières années, avec mes contacts avec Google en particulier. J'avais travaillé avec Google quand on parlait des voitures autonomes et l'influence que ça allait avoir pour les villes. Les directeurs de Google, enfin dans Silicon Valley, ils sont en train de construire des headquarters, des quartiers généraux énormes et très, très chers et très prestigieux, où on essaie d'attirer le maximum de travailleurs en donnant, par exemple, il y a des garderies d'enfants à l'intérieur de ces headquarters, il y a des restaurants fantastiques avec disons, des plats servis qui sont de toute nationalité. Donc, il y a une énorme attraction à essayer, au contraire, d'attirer des gens à travailler ensemble dans une grande structure. Alors, pas forcément tout le monde. Hein. Probablement, peut-être si vous êtes comptable, si vous avez un travail qui est minutieux, mais qui demande au contraire une certaine routine, d'obéir à des règles fixes, vous n'avez peut-être pas besoin de travailler dans un headquarter. Mais si vous avez un travail qui demande des initiatives, qui demande de la créativité et donc du changement, il est très probable qu'on vous demandera, sinon tous les jours, au moins une fois par semaine, de venir à votre headquarter. Et je pense que ça, à long terme, ça va rester. D'autre part, il y a aussi l'avantage des grandes villes, c'est qu'elles permettent la concentration de sites culturels comme les théâtres, les concerts, les musées, les restaurants, les bars. Toutes ces choses-là peuvent être diverses et riches seulement s'il y a beaucoup de gens qui peuvent les fréquenter. Sinon, ça n'est pas possible. Aucun de ces établissements sont valables. Donc, je pense que cette double attraction du travail créatif et de disons, de l'attraction ce que les Américains appellent les amenities, c'est-à-dire toute cette superstructure culturelle,
fera que les villes denses garderont leur attraction et qu'il y aura sûrement des mouvements, hein, mais certains remplaceront d'autres. Je ne vois pas du tout la densité de Paris, par exemple, baisser énormément, ou la densité de New York baisser énormément. Il y aura des gens qui remplaceront d'autres, des gens qui vivent dans Paris, par exemple, et qui décideront qu'au fond, ils peuvent très bien vivre à Rouen ou à Tours. C'est très possible, mais ils seront immédiatement, à mon avis, remplacés par des gens qui vivent à Tours et qui préféreront vivre à Paris. Alors, je voudrais terminer par… ma présentation a été assez technique, et je voudrais terminer par cette citation de Yuval Harari. La science peut expliquer ce qui existe dans le monde, comme les choses fonctionnent. C'est-à-dire, c'est ce dont j'ai parlé maintenant. J'ai parlé de l'économie des villes, je parlais de la science, je vous ai montré les graphiques. Donc, je peux expliquer ce qui existe et pourquoi ça existe. Mais la science n'a aucune prétention à imposer ce qui devrait être à l'avenir. J'ai fait des suppositions sur ce qu'allait, par exemple, les influences de la pandémie sur les villes, peut-être, c'était mon opinion, mais je n'ai disons, aucun support moral pour invoquer la science, pour dire c'est comme ça que ces villes doivent être. Les villes seront ce que les gens décident qu'elles doivent être. Ce ne sera pas les urbanistes, ce ne sera pas les politiciens, ça ne sera pas les ingénieurs, ce sera les gens eux-mêmes qui décideront. Les politiciens et les urbanistes peuvent rendre la vie difficile aux gens, ça c'est sûr, par exemple en mettant des règlements qui empêchent ceci ou cela. Mais à la fin, c'est quand même les gens eux-mêmes qui votent avec leurs pieds, c'est-à-dire qui décident d'aller dans une ville ou une autre, qui décident de vivre dans un quartier dense et qui font les densités. Un technicien n'a pas le droit d'imposer ses vues au nom de la technique. Il ne peut que dire si vous faites ceci, cela va arriver. Mais si vous voulez un système de métro, par exemple, il faut que vous ayez des densités d'au moins 100 personnes à l'hectare. Un technicien peut vous dire ça. Mais il ne peut pas vous dire il faut avoir un métro. Vous ne pouvez pas avoir de ville sans métro. Ce n'est pas vrai. Et donc, c'est aux gens à décider ceci. Et ça, je pense que c'est très important. Il n'y a que les religions. Si vous êtes un gourou, vous avez le droit de dire voilà comment vous devez dire. Mais un urbaniste n'est pas un gourou, ce n'est pas un chef de religion, ce n'est pas un chef de politique. Voilà, je crois que j'ai parlé un peu trop longtemps, mais je suis prêt maintenant aux questions. Je reviens à… Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Donc voilà, maintenant, on va effectivement passer aux questions. Donc, je vous invite, si vous êtes sur Zoom, à poser vos questions dans la rubrique questions-réponses. Et ceux qui regardent sur Facebook, vous pouvez également poser vos questions en commentaire et puis je les poserai ici en direct. Alors, je vais commencer parce que j'aurai aussi quelques questions, puis après, on passera aux questions du public. Moi, je me posais une question sur le pari haussmannien, parce que c'est vrai que je pense qu'on est français, peut-être surtout parisien, c'est quand on parle de planification urbaine, c'est peut-être ce qui nous vient en premier à l'esprit. Et il y a des documentaires sur Haussmann, comment elle a transformé Paris, et cette ville qui est magnifique. Alors voilà, je voulais savoir votre avis. Est-ce qu'on peut là parler de planification qui a réussi, ou alors ce n'est pas exactement une planification? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas une planification. Si vous regardez Haussmann, qu'est-ce qu'il a fait Haussmann? Haussmann a agrandi le domaine public, vous voyez ce dont je parlais au début, c'est-à-dire que le rôle du gouvernement, c'est de séparer le public du privé. Haussmann et disons les Parisiens avant lui ont décidé que Paris était une ville encore moyenâgeuse et qu'il n'y avait pas assez de surface qui avait été allouée au public par rapport au privé. Il y avait pas assez, on n'arrivait plus à circuler dans Paris. C'était un peu, si vous voulez, caricature un peu, mais la slide que j'ai montrée avec le quartier du Caire, Al-Mounira, où il n'y avait pas de boulevard, enfin, il n'y avait pas de rue principale, il n'y avait que des rues tertiaires. Donc, Haussmann, si vous voulez, a introduit un peu brutalement quelquefois
ces artères dans Paris, il n'a pas fait de planification dans le sens moderne parce qu'il n'a pas imposé un zoning. Hein. Il a laissé le marché le long des avenues que Haussmann a créées. Il y avait disons, ça s'appelait le crédit foncier. Il y avait une banque qui était basée sur la valeur foncière des terrains créés par Haussmann le long de ces avenues, et c'est ça qui payait le truc. Donc, c'est pas du tout de la planification urbaine. Il n'a pas dit, par exemple, les boulangeries vont être là, et puis les bureaux ici, et les habitations là. L'utilisation du sol a été purement spontanée. D'ailleurs, maintenant à Paris, c'est un des très bons aspects de Paris, on voit des logements qui remplacent des bureaux qui remplacent des logements sans qu'il y ait donc, si vous voulez, Haussmann, oui, c'était vraiment le rôle du gouvernement de créer des rues, de séparer le construit si vous voulez, le privé du public. D'accord, je vous remercie beaucoup pour cette réponse. On a une autre question de Guillaume. Une part de la planification n'est-elle pas nécessaire pour l'organisation des infrastructures et pour assurer une harmonie d'ensemble à la ville? Bien sûr, les planificateurs sont en concurrence pour attirer les habitants qui votent avec leurs pieds. C'est plus un commentaire. Alors, oui, c'est ce que j'ai dit. Vous voyez, il y a une planification qui est nécessaire pour l'infrastructure primaire. Hein. On ne peut pas développer une très grande ville sans infrastructure primaire, c'est-à-dire quelques grandes avenues qui permettent d'ouvrir justement le marché foncier dans les banlieues et aussi de soutenir les densités des centres-villes. Oui, ça c'est sûr. C'est justement cette dichotomie que j'ai faite dès le début. De ce qui est spontané, c'est la densité, c'est-à-dire où les gens veulent s'installer. Ce qui est la raison d'État, qui est la planification, c'est de servir cette spontanéité par une infrastructure qui doit la servir. Par exemple, à New York, quand il y avait, au début de New York, les densités dans le centre de New York étaient assez basses, c'était de l'ordre de probablement 50, une centaine de personnes à l'hectare. Maintenant, elles sont de 300 ou 400 personnes à l'hectare. Il est évident qu'il a fallu amener une infrastructure pour amener de l'eau, des égouts à ces gens-là. Et cette infrastructure, effectivement, c'est le travail du planificateur. Là où je ne suis pas d'accord, c'est si le planificateur dit on va vous empêcher d'avoir des densités hautes ou basses parce que j'ai dessiné mon infrastructure pour une certaine densité, donc vous allez devoir vous conformer à cette densité parce que c'est comme ça que j'ai décidé que ça serait. Vous voyez, donc c'est très souvent le planificateur utilise un sens inverse. Le planificateur est là pour servir cette spontanéité et non pas pour l'abroger et la supprimer. Quand on part du point de départ d'une ville très planifiée, très réglementée, comment est-ce qu'on fait pour favoriser leur spontané? Est-ce qu'il faut replanifier de manière plus légère ou alors déréglementer? Oui, je crois qu'il faut faire ce que j'appelle des regulatory audits, des audits réglementaires. C'est-à-dire, vous savez, quand on fait des règlements, souvent, je le sais parce que j'ai participé à ces règlements dans ma longue carrière d'urbaniste, et on voit un problème et on se dit, on va faire un règlement pour essayer d'éviter ce genre de problème. Et puis ce règlement reste là, il est dans les livres après, il est dans le code de l'urbanisme, et puis 50 ans après, personne ne sait pourquoi ce règlement était là, quel était l'objectif, est-ce que cet objectif a été atteint ou non, mais il reste là. Et il faut faire donc, périodiquement, il faut se débarrasser du bois mort. Vous voyez, les règlements s'étalent comme du bois mort sur un arbre, il faut couper le bois mort. Il faut faire un audit réglementaire. Chaque règlement doit avoir un objectif. Et si cet objectif est atteint, alors des fois l'objectif est là, mais il n'est pas atteint, et des fois il est atteint. Par exemple, à Paris, la plupart des règlements ont des objectifs esthétiques, c'est-à-dire
de tel point, on doit pouvoir, par exemple, voir le Sacré-Cœur. Hein. Donc, il y a une espèce de, si vous voulez, il y a des plans qui empêchent de construire plus haut pour qu'on puisse avoir ces vues, les vues sur l'Arc de Triomphe, etc. Bon, alors là, si vous voulez, l'objectif de la réglementation est entièrement atteint. On peut le vérifier, c'est un objectif qui est atteint. Alors, on peut discuter si cet objectif est très cher, finalement, résulte dans une gentrification, tout ça, on peut en discuter. Mais au moins, là, on a un objectif qui est atteint. Par contre, quand par exemple, à New York, il y a des gens qui disent « Ah, il ne faut pas transformer ce quartier, on n'a pas le droit de construire plus haut parce que pour sauver l'environnement, il n'y a aucun lien entre l'environnement, c'est plutôt le contraire même, si vous voulez. » Alors, c'est là où, vous voulez, où il faut faire un audit, c'est-à-dire il faut confronter les règlements avec leur objectif et voir si d'abord cet objectif est valable et ensuite si le règlement est efficace pour rendre cet objectif. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va une dernière question sur Paris, vu que tout le monde est intéressé sur comment en fait rendre Paris plus vivable, plus efficace. Donc c'est justement la question. Qu'est-ce que vous préconiserez aux futurs maires de Paris pour rendre la ville plus efficace, plus attractive et plus vivable? Peut-être quelle réglementation faudrait-il lever? Bon, une des premières choses, c'est évidemment la pollution. Hein, et ça, c'est certain que de passer à l'électrique, ça améliorerait énormément, je crois, la qualité de vie. Hein. Périodiquement, je vois que on bloque le trafic, par exemple, sur le périphérique, on le ralentit à 20 ou 30 à l'heure à cause de pics de pollution. Et ça, c'est dû effectivement à la voiture à moteur à explosion, l'utilisation. Donc ça, de passer l'électrique, à mon avis, c'est la première chose. Ensuite, je suis pour les transports, il faut évidemment améliorer les transports en commun, permettre aussi, je suis tout à fait contre l'idée de éliminer la voiture pour éliminer la voiture, c'est-à-dire de considérer que les gens qui prennent une voiture sont des ennemis. Je pense que aucune ville comme Paris ou New York ne peut survivre sans voiture individuelle. Hein. Il y a des tas de gens qui ont des trajets. Si vous êtes électricien ou plombier, vous ne pouvez pas faire votre métier dans Paris si vous n'avez pas une voiture. Vous n'allez pas prendre le métro avec votre lavabo ou votre plomberie. Donc, quand vous considérez que la voiture est l'ennemi et vous essayez d'empêcher les trajets de véhicules individuels, vous empêchez la vie, vous étouffez la ville en un certain sens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent un moyen de transport individuel pour ça. Alors maintenant, la voiture, effectivement, telle qu'elle est dessinée maintenant, est terriblement inefficace. Elle utilise énormément de place. Il est très possible qu'il y a des moyens de locomotion individuelle qui donnent autant de liberté que la voiture et qui pourraient consommer beaucoup moins de place. J'ai un exemple dans mon bouquin d'un système développé par Toyota, par exemple, qui est mis à l'essai dans les banlieues de Tokyo. Hein, c'est-à-dire, vous prenez votre transport en commun, vous arrivez dans votre gare de banlieue, au lieu de prendre un autre bus pour aller là où vous habitez, vous avez cette moto qui est entièrement encased, qui est carénée, et ça permet de... Et vous avez une carte de crédit, vous mettez votre truc sur cette carte de crédit sur la moto, et vous prenez cette moto carénée jusque chez vous, vous la gardez le soir, le lendemain, vous rentrez à la gare et vous la laissez à la gare. Donc ça, c'est un système qui est encore expérimental. À mon avis, le futur sera au lieu d'avoir cette dichotomie entre moyens de transport individuels et transport en commun, on devrait avoir une complémentarité, c'est-à-dire un genre de RER pour la banlieue, mais peut-être même avec des gares plus distantes, mais avec des moyens qui vont de la porte à la gare plutôt que de la porte
à la station de bus qui vous amène à la gare, qui vous amène à une station de bus. Vous voyez, ce genre de transport en commun devrait être plus. Alors, ensuite, Paris est un cas très délicat parce que, comme j'ai dit, les réglementations sont pratiquement entièrement dues à la préservation du patrimoine historique, hein, à l'intérieur de Paris. Alors, ça, c'est quelque chose, c'est pour ce genre de truc qu'on élit des politiciens et pas des techniciens. Hein. C'est une question politique de savoir si ça vaut la peine de garder Paris tel qu'il était au temps des impressionnistes ou non. Moi, évidemment, comme je vais à Paris, surtout comme touriste maintenant, je trouve que c'est très bien comme ça. Et je suis absolument ravi de retrouver le bistrot où j'allais quand j'étais au Beaux-Arts. Mais ça a un coût social. Hein. C'est-à-dire il y a une gentrification de Paris qui vient de cette réglementation. Si on permettait de construire en hauteur à Paris, ça rendrait effectivement les loyers moins chers. Ça, mais vous voyez, ça, c'est encore, le technicien ne peut pas dire ça. C'est un politicien seulement qui peut dire, et interpréter la volonté populaire et dire, voilà le trade-off, l'arbitrage qu'on peut faire entre la conservation de Paris. À mon avis, si j'étais maire de Paris, alors si j'étais politicien, pas urbaniste, mais politicien, je regarderais de façon très... je m'occuperai de la banlieue plus que de Paris lui-même. Et d'essayer d'améliorer la vie dans les banlieues et surtout les transports dans les banlieues. N'oubliez pas encore de permettre aux gens qui habitent, par exemple, le nord-est de la banlieue nord-est de Paris, de trouver des emplois, si c'est nécessaire, de pouvoir accéder à des emplois qui sont à Orly ou à Roissy, à Orly ou dans le sud de la banlieue. Et ce qu'il y a peut-être à Paris maintenant, c'est cette fragmentation du marché du travail dans les banlieues qui est trop étroit, qui est pas les gens qui habitent les banlieues, certaines banlieues surtout, n'ont pas accès au marché du travail de l'Île-de-France. Et donc, si vous voulez, mon boulot, ça serait d'améliorer les transports pour permettre cet élargissement du marché du travail pour les gens des banlieues. Je pense que ça serait ça serait ma vocation. Encore, comme politicien, comme technicien, je n'ai rien à dire là-dessus. Très bien. Merci beaucoup pour cet avis et pour cet avis éclairé. Nous avons une question d'Alexis. Est-il encore possible que des grandes villes disparaissent purement et simplement comme certaines capitales antiques, Carthage, Babylone, Troie, puis peut-être expliquer pourquoi, en premier lieu, ces grandes villes antiques ont disparu. Est-ce que c'est imaginable aujourd'hui? Oui, je pense que c'est possible. Je pense que ça peut arriver. Il se trouve que la dernière fois que j'ai travaillé en Russie, c'était il y a une dizaine d'années maintenant, et le gouvernement russe m'avait demandé de revoir le plan de Saint-Pétersbourg et de Moscou. C'était juste de revoir la réglementation. Et puis, le ministère de la Construction m'a approché, m'a dit, mais est-ce que vous pourriez nous donner un avis? Nous voulons fermer 60 villes en Russie. C'est-à-dire ces 60 villes existantes, c'était des villes entre 60 000 et 350 000 habitants. Et le gouvernement russe est en train de les fermer, c'est-à-dire de supprimer ces villes. Ces villes ont été, disons, fondées du temps de l'Empire soviétique pour des raisons stratégiques, et elles ont perdu toute raison d'être économique. Et donc, le gouvernement ne peut plus maintenir des gens là-dedans qui n'ont aucun emploi et qui n'auront jamais aucun emploi. Aucune firme ne veut s'établir là, c'est trop loin, c'est pas accessible. Donc, si vous voulez, pour répondre à votre question, oui, il se peut qu'il y ait des villes qui perdent leur raison d'être, soit leur raison d'être politique, soit, par exemple, de défense. Il y a des ports qui s'ensablent, par exemple, hein, une ville qui est sur un port, mais d'autres
survivent bien. Je pense qu'au plus une ville est diversifiée, par exemple comme Paris ou New York ou Londres, les emplois sont extrêmement diversifiés. Par exemple, à New York, on dit toujours, ah mais c'est un centre financier. Oui, mais les financiers, c'est peut-être à peine 10% des emplois. Il y a aussi Broadway, il y a aussi high-tech, il y a toutes sortes de choses à New York. Ce qui fait que la ville a plus de chances, disons, de survivre quand elle est très différenciée. Si une ville dépend entièrement d'un secteur, ce secteur peut disparaître. Et à ce moment-là, la ville peut mourir, oui, effectivement. Ce qui s'est passé dans les villes antiques, c'est souvent, par exemple, une ville comme Priene ou Milo, Milo qui est l'ancêtre des villes planifiées en Asie mineure, qui était une ville très, très, très prospère. Elle a disparu parce que le port s'est ensablé. Et c'était une ville de commerce sur la Méditerranée. Une fois que le port est ensablé et que c'est trop cher pour le draguer, la ville disparaît parce que c'était son. Donc, toutes les villes qui sont centrées sur seulement une fonction ou deux sont très vulnérables. Il peut y avoir aussi des changements climatiques. Par exemple, le nord de la Chine a très peu d'eau. Hein. Et alors, les Chinois maintenant ont fait un énorme travail, l'équivalent de la Grande Muraille, pour amener l'eau du sud de la Chine au nord de la Chine. Hein. C'est-à-dire, c'est un travail énorme. Mais si la population continue à augmenter dans le nord, et à un moment, peut-être qu'ils n'arriveraient plus à pomper assez d'eau, peut-être qu'il n'y en aurait plus assez. À ce moment-là, oui, les villes du nord de la Chine diminueraient. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de façon qu'elles puissent survivre. Très bien, merci beaucoup. Donc, les villes sont un peu comme des entreprises sur le marché. Hein, oui, exactement. Oui, exactement. Et au plus elles sont diversifiées, au plus elles ont des chances de survivre et ouvertes, hein, ouvertes aussi au monde extérieur. Une ville qui se referme sur elle-même, à mon avis, a aussi des chances de disparaître. Parfait. Alors, nous avons une autre question d'Arthur. Que pensez-vous des péages urbains? Est-ce que ça pourrait constituer un moyen de communiquer l'information sur la rareté de l'espace à l'automobiliste? Oui, absolument. Mais alors, il faut bien le faire. Quelquefois, je vois des projets, je l'ai vu à New York aussi, je participais à une commission là-dessus, où il y a une espèce de dérapage, si vous voulez, où le péage urbain est vu comme une espèce de super taxe foncière, juste pour amener de l'argent à la municipalité. Non, le péage urbain, ça doit être un loyer qu'on paie pour utiliser cet espace public qui est rare et qui, quand on n'a pas comme on ne peut pas avoir un Haussmann toutes les 20 ans ou les 30 ans, cet espace est complètement limité, il ne peut pas s'étendre. Donc, la seule façon d'utiliser cet espace public rationnellement, c'est de payer un loyer quand on l'utilise. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la façon de Londres ou de Stockholm où quand vous rentrez dans une certaine zone, vous payez une taxe. C'est un moyen un peu primitif, c'est pas mal, mais c'est un moyen un peu primitif. Le mieux, c'est évidemment ce qu'utilise maintenant Singapour, ils viennent de redévelopper leur système. Vous payez pour la place que vous occupez sur la route pendant le temps que vous occupez et dépendant sur l'heure et si vous voulez, et le jour où vous occupez cet espace. Donc ça, c'est vraiment la façon la plus efficace. Il y a un précédent pour ça. Par exemple, quand vous payez votre note d'électricité, vous ne payez pas pour le nombre de kilowatts installés dans votre maison, vous payez pour les kilowattheures, c'est-à-dire la quantité d'électricité que vous avez consommée, et vous payez différemment si vous avez consommé cette quantité d'électricité la nuit ou si c'est à 6 heures de l'après-midi. Et on devrait donc, et maintenant la technologie permet d'avoir un péage urbain qui soit l'équivalent de ce qu'on paie pour l'électricité. Et c'est ce que fait Singapour. D'ailleurs, maintenant, ils viennent de l'introduire dans l'année qui vient.
Merci beaucoup. C'est-à-dire de payer pour le temps que vous passez sur la route. À partir du moment où D'accord. vous garez quelque part dans un garage privé, c'est-à-dire vous payez le prix du marché pour le garage, à ce moment vous, vous arrêtez de payer. Mais vous payez que Mhm. pour, vous payez un loyer. Et du coup, à ce moment-là, vous avez une demande et une offre qui s'équilibrent. Vous voyez, l'objectif d'ailleurs, l'objectif à Singapour, c'est, le gouvernement le dit très expressément, le moniteur, c'est on vous garantit une vitesse de 25 km/h en ville et on ajuste le prix au high and low pour vous garantir cette vitesse. D'accord, c'est effectivement très intéressant comme mécanisme. Et justement, en parlant de smart, enfin de Singapour, moi je voulais poser une question sur la smart city parce que c'est vrai que on en parle beaucoup, c'est très à la mode. Donc c'est d'utiliser les nouvelles technologies, notamment les données, l'intelligence artificielle pour optimiser l'organisation, la planification des villes. Alors je voudrais avoir votre avis sur ces questions-là. Est-ce que c'est vraiment l'avenir? Est-ce qu'on en fait un peu trop sur les smart cities? Est-ce qu'il y a des exemples de smart cities qui fonctionnent? Et est-ce que aussi une technologie comme l'IA va conduire à des villes, est-ce qu'elle ne va pas conduire à des villes un peu plus planifiées qu'elles le sont aujourd'hui? Parce qu'avec quand on a accès à autant de données, justement, ça permet les ordinateurs ont un pouvoir de calcul que nous, on n'a pas. Donc, quel est votre point de Voilà, vue sur cette alors question? oui, ça c'est une excellente question, bien sûr, parce que Smart City, j'en vois tout le temps, et ça devient le slogan à la mode. Euh, Là, les villes sont créées par les hommes pour les hommes. Donc, vous ne pouvez pas utiliser des données. Une ville, c'est pas comme un smartphone. Hein. Un smartphone, vous pouvez avoir des ingénieurs qui optimisent un smartphone parce que vous avez des objectifs qui sont, qui sont très clairs dans un smartphone. Une ville n'a pas d'objectif clair. L'objectif, c'est ce que les gens préfèrent faire, hein, et où ils préfèrent habiter, la quantité de logements qu'ils préfèrent avoir à tel endroit, etc. Donc, c'est très bien, je suis tout à fait d'accord pour utiliser la technologie pour certaines choses. Par exemple, pour la coordination des feux rouges, par exemple. La technologie peut améliorer, disons, diminuer les temps de trajet énormément en utilisant cette technologie. Mais si c'est une technologie pour dire, euh, si vous êtes un travailleur manuel, vous devez habiter là et vous allez avoir un logement qui sera de telle hauteur, un truc comme ça, je ne suis pas du tout d'accord. Il faut que ça, ce soit les gens qui l'établissent par le marché. Donc, vous voyez, on ne peut pas, encore, toute cette technologie doit être seulement utilisée pour l'infrastructure, pas pour le logement lui-même, pas pour, vous voyez, tout ce qui est consommation de logement, là où le logement doit être consommé, combien on doit consommer de terrain et combien on doit consommer de plancher, ça doit être laissé à l'individu ou ça doit être laissé à la firme parce que ses besoins changent, ces trade-offs, ces arbitrages sont faits par des gens différents. Nous sommes tous différents, nous avons des priorités différentes. Hein. Euh, et ça c'est l'individu qui doit décider. Il n'y a aucun modèle mathématique si sophistiqué qu'il soit qui peuvent se substituer à la préférence individuelle. Donc, vous voyez, dans la Smart City, il faut vraiment, c'est très important de faire la différence entre les systèmes qui peuvent être optimisés, par exemple les feux rouges, le stationnement, les égouts, par exemple, on peut dessiner des égouts un peu mieux, des systèmes d'eau potable, certainement on peut optimiser pour avoir moins de friction dans les tuyaux en dessinant différemment. Ça, un ordinateur peut vous donner ça très, très bien. Mais par contre, tout ce qui est consommation individuelle ou consommation des firmes, des entreprises, il faut que ça soit laissé à l'individu ou à la firme parce que ses besoins changent. Il n'y a aucun ingénieur qui sait à l'avance combien il faut. Il y avait un exemple comme ça dans l'Union soviétique. L'Union soviétique avait cette ambition. Il ne parlait pas de Smart City à l'époque. Il y avait un livre que j'ai vu d'ailleurs à Moscou et j'ai vu des versions traduites en chinois en Chine. Par exemple, ça a été fait dans les années 30. Il y avait des ingénieurs soviétiques
qui ont regardé partout, par exemple, il y avait une usine de chaussures et qui produisait tant de chaussures par an, et ils ont mesuré la surface de plancher de ces usines, la surface de terrain, et ils ont établi une norme à partir de ça. Donc, si vous avez une usine de chaussures qui produit tant de chaussures par an, vous avez besoin de tant de terrain par 10 000 chaussures ou par million de chaussures, etc. Et ils ont fait ça pour tout le monde, y compris, par exemple, j'ai vu, il y avait même pour les coiffeurs, par exemple, il y avait une norme pour les coiffeurs. Vous avez besoin d'un coiffeur pour 1000 habitants et le coiffeur doit avoir tant de mètres carrés. Donc, ça paraissait très, très scientifique. Mais en fait, évidemment, c'est une ânerie énorme parce que la demande de chaussures, la technologie pour fabriquer les chaussures, ou là où elles vont, ça change complètement. Donc, aucune norme comme ça n'est valable très longtemps. Elle est valable pour 6 mois. Et ça ne reflète pas du tout le changement de demande et tout ça. Donc, tout ce qui est, disons, apparemment scientifique, là-dessus ne compte pas. Dans mon livre, en un sens, je fais allusion à ça, dans cette norme qui a été utilisée en Chine pour assurer 1 heure de soleil au bâtiment, hein, à chaque logement. C'est une norme qui paraissait scientifique parce que la hauteur du soleil au solstice, c'est tout à fait scientifique. Mais de dessiner des villes entièrement là-dessus, sur ce modèle, c'est une ânerie énorme et qui n'a rien de scientifique. Merci. On a Gilles qui vous demande votre avis sur la théorie de la creative class de Richard Florida. Donc, cette théorie dit considère Oui. que les villes qui survivent et restent vivantes sont celles qui attirent donc la classe créative. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de cette thèse? Est-ce que c'est une thèse valable? Oui et non. Richard Florida est un type très intéressant, euh, mais quelquefois il a un peu tendance, comme beaucoup de gens qui ont découvert quelque chose, à penser que c'est la seule chose qui existe. Euh, Ce qui est intéressant, par exemple avec le coronavirus, c'est qu'on a découvert euh, les fonctions essentielles, vous savez, des travailleurs essentiels. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français, euh, essential workers. C'est-à-dire, on a découvert que, par exemple, à New York, on avait absolument besoin que les hôpitaux continuent à fonctionner. Et puis, on s'est aperçu que dans ces hôpitaux, bien sûr, il fallait des chirurgiens, il fallait des chercheurs, il fallait tout ça. Mais il fallait aussi des infirmières, mais il fallait aussi non seulement des infirmières, mais il fallait aussi des gens qui transportent, qui nettoient l'hôpital. Et puis, on s'est aperçu qu'au fond, tout le monde était essentiel à l'intérieur de l'hôpital, y compris, par exemple, il y avait des types qui trimballent des bouteilles d'oxygène de la cave à, à la. C'est un boulot, disons, qui ne demande pas une très grande compétence, mais qui est quand même essentiel au fonctionnement. Et en fait, donc dans une ville, vous avez tous les boulots, en un sens, sont essentiels, ils se complémentent. Hein. Alors, c'est vrai que c'est bien quand les villes ont certaines villes ont une classe créative, mais à mon avis, c'est une spécialisation des villes, hein, et des grandes villes en particulier. Vous pouvez avoir une classe créative seulement si vous avez une très grande ville. Et il y a beaucoup, par exemple, je vois l'exemple de fabricants de meubles de bureau. Euh, Ces fabricants de meubles de bureau ont des chercheurs qui dessinent des nouveaux meubles de bureau, qui sont des gens très pointus, hein, qui utilisent non seulement le corps humain, mais aussi l'esthétique. Hein, ils veulent que ces meubles soient beaux. Donc, c'est des gens très, très pointus. Ces gens-là se trouvent effectivement dans les villes. Ils sont tout à fait à l'affût aussi de nouveaux matériaux, de nouvelles choses, de mesures aussi très, très précises. Mais à un moment, il faut fabriquer ces meubles. Et pour fabriquer ces meubles, vous allez mettre ça dans une petite ville du Middle West, hein, où la main-d'œuvre, où le terrain n'est pas très cher. Pour fabriquer des meubles, vous avez besoin de beaucoup de terrain, où le terrain n'est pas très cher. Donc, si vous voulez, c'est cette classe créative qui va dessiner ces meubles, et probablement ils vont se trouver à New York ou à San Francisco, sont complémentaires de gens qui sont peut-être pas très créatifs, ils sont peut-être de bons ingénieurs, de bons techniciens,
mais qui fabriquent des meubles dans le Middle West. Donc, si vous voulez, cette dichotomie n'est pas tout à fait valable. Mais c'est très intéressant. C'est vrai que le creative class, c'est quelque chose qui est important dans les villes, mais c'est surtout important dans l'économie d'un pays, hein, plus que dans la ville elle-même, parce que la creative class, si elle n'est pas escortée de gens qui fabriquent les choses et qui les réalisent, ça ne sert pas à grand-chose. Merci beaucoup pour votre éclairage. Avant de clore la discussion, la conférence, j'aurais deux dernières questions, en fait 2,5 pour être précis. La première, ce serait d'un point de vue général sur la gouvernance. Qu'est-ce que vous pensez que est votre point de vue sur les villes privées? C'est-à-dire l'idée qu'il faudrait privatiser les villes et qu'il y ait une compétition entre différentes entreprises qui se ferait la compétition pour mieux planifier les infrastructures et que du coup les gens voteraient avec leurs pieds en allant d'une ville à l'autre. Quel est votre point de vue Oui, dessus? c'est une théorie qui est très attractive, je dois dire. C'était développé d'ailleurs par Paul Romer, hein, Le le Charter prix City. Nobel d'économie, qui était mon patron il y a encore pas si longtemps, et qui je suis en relation toujours, bien sûr. Mais c'est si vous voulez, pour l'instant, on n'a pas vu de villes qui ont été créées comme ça. Paul dit que, par exemple, pour lui, Shenzhen ou Hong Kong sont des exemples de Charter City. C'est pas tout à fait vrai, hein. Euh, euh, si vous voulez, Hong Kong a importé effectivement un système de justice d'Angleterre, hein, un système qui fonctionne très bien, qui fonctionnait très bien et qui continue à bien fonctionner. Donc, si vous voulez, mais ce n'est pas vraiment une charter city. Je suis en rapport avec pas mal de gens qui créent des charter cities maintenant, des cités privées. Je leur souhaite du succès. J'en ai pas vu une encore qui a succédé. Il y en a deux au Honduras. Par exemple, Paul avait commencé une ville au Honduras et puis il s'est aperçu que la mafia était en train de l'infiltrer et il est parti en courant. Euh, et maintenant, il y en a deux. Il y a deux entreprises au Honduras qui ont repris la suite et qui sont en train de créer. Je les suis de temps en temps. Ils m'envoient des trucs sur les règlements d'urbanisme et tout ça. Qu'est-ce que j'en pense? Mais je les suis de près. J'ai un problème avec les villes, aussi les villes privées, c'est la localisation, hein. Une ville n'est pas basée n'importe où. Et une ville ne se crée pas, elle se crée petit à petit, mais quand elle est petite, elle a du mal à survivre. Hein, il faut, surtout si vous voulez qu'elle croît, il y a des questions de cash flow qui sont très difficiles. Donc, il y a à mon avis, d'ailleurs, c'était ma discussion avec Paul Romer. Au début, il parlait de 50 villes, possibles. Je lui ai dit, Paul, il n'y a pas 50 emplacements pour une ville importante dans le monde qui ne sont pas déjà pris par des villes. Par exemple, Singapour est un emplacement important et bon, ben, il y a déjà une ville là, hein. Et donc, si vous voulez, alors il est possible qu'avec par exemple, la route de la soie que rétablit la Chine à travers l'Asie centrale, qu'il y ait de nouveaux sites ici qui se créent pour des villes nouvelles. C'est possible. Il est possible aussi qu'avec le réchauffement, le passage nord-ouest ou les routes maritimes qui passent par le pôle Nord, enfin autour du pôle, vont créer des emplacements de villes nouvelles. Et ça serait peut-être la possibilité de créer des villes privées qui, effectivement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, si vous voulez. Intéressant l'impact du changement climatique justement sur les villes, je n'avais pas pensé à ça. Alors, j'ai une dernière question pour clore la discussion. Si je devais vous demander votre top 3 des meilleures villes du monde, celles qui ont été les mieux imaginées selon vous, l'idéal. Les villes ne sont jamais imaginées, elles sont ce Oui. qu'en font leurs habitants. Alors, je peux vous donner que mes préférences, hein. C'est-à-dire, c'est pas, si vous voulez, une des villes qui marche le mieux au point de vue technique, si vous voulez, c'est Singapour, il n'y a pas de doute, hein.
entre toutes les villes du monde, Singapour. Maintenant, pas tout le monde aimerait vivre à Singapour, hein, mais si vous voulez, tout marche bien. Et les Singapouriens, j'ai pas mal travaillé avec eux, ils ont un système encore de quantification très, ils font du monitoring de tout ce qui se passe et dès qu'ils voient un problème, ils interviennent pour changer ce problème. Hein. Dans le domaine des transports, dans le domaine de... ils font ça tout le temps. Alors, mais en même temps, c'est une ville quand même qui vit avec 30% maintenant d'expatriés, hein, d'expatriés à contrat court. Donc, ce n'est pas un modèle vraiment très transférable. Hein. Mais si vous voulez. Maintenant, si vous me demandez ma préférence, moi, une de mes villes préférées, c'est Hong Kong. J'aime beaucoup Hong Kong parce que, bon, la topographie d'abord, et puis le dynamisme, le mélange d'extrêmes traditions. Si vous allez dans des petites rues de Hong Kong, vous trouvez des traditions chinoises très anciennes, et en même temps de la super modernité. Je trouve que cette juxtaposition est très agréable. Hein. Et donc j'aime beaucoup Hong Kong. Mais bon, j'aime bien Paris aussi. Je suis toujours content d'aller à Paris. Je ne sais pas si je serais content de travailler à Paris, par contre. Je ne suis pas tout à fait sûr. Et j'aime beaucoup New York, mais j'aime bien San Francisco. Mais toutes ces villes, je reconnais, ont des problèmes structuraux graves, en particulier l'accessibilité du logement. Hein. Il y a un côté à New York, à Paris, comme à San Francisco, où les gens ont fermé la porte après eux, on ne permet plus disons, des réglementations tellement extraordinaires qu'on ne peut construire que du logement très cher ou du logement subventionné. Alors, à partir du moment où vous avez du logement subventionné, vous dépendez entièrement du gouvernement pour avoir votre logement. Vous avez abdiqué beaucoup de vos libertés, quoi. Donc, si vous voulez, toutes ces villes ont des problèmes comme ça. Et Hong Kong a aussi un problème d'affordabilité, d'ailleurs, d'accès au logement, hein, très sérieux. Je vous remercie pour avoir répondu à toutes ces questions et puis pour cette présentation aussi, en espérant peut-être vous voir un jour de passage sur Paris, peut-être. Ça sera très volontiers dès qu'on admettra les gens de New York sans passer par une quarantaine. Et merci à tous ceux qui ont regardé le live. Pour rappel, vous pourrez aussi retrouver la vidéo donc, qui va être automatiquement enregistrée sur Facebook, sur la page des affranchis Students for Liberty France. Et nous uploaderons aussi la vidéo sur YouTube qui vient d'être enregistrée. Donc, je vais clore la réunion et fermer le Zoom. Donc, je vous remercie à tous et bonne fin de soirée. Bonsoir.